Nous allons donc continuer la glycolyse avec la deuxième partie. Il est donc impératif de régénérer le NAD+, qui a été utilisé au cours de la glycolyse. Cette régénération du NAD+ cytosolique constitue le pouvoir oxydant de la glycolyse. Il est utilisé lors de la seule réaction d'oxydoréduction de la voie avec formation de NADHH+. Ce dernier, c'est-à-dire le NADHH+, doit être régénéré pour permettre à la cellule, à la glycolyse de se continuer. En présence d'oxygène, les organismes dont les cellules disposent de mitochondries, elles vont régénérer le NAD+, par un système de navette. Les électrons du NADHH+, du cytosol, sont récupérés et transportés sur des NAD+, FAD, de la matrice mitochondriale. Ils alimenteront le transport des électrons dans la phosphorylation oxydative. En l'absence d'oxygène et en condition d'approvisionneur insuffisant, et dans les cellules qui n'ont pas de mitochondries, la régénération du NAD+, elle est liée au devenir du pyruvate. Le pyruvate. À la fin des 10 réactions enzymatiques de la glycolyse, on obtient à partir du glucose, rappelez-vous, 2 molécules d'ATP, de NADHH+, et de pyruvate. Dans toutes les cellules, le devenir du pyruvate va dépendre de plusieurs conditions. Premièrement, de l'absence ou de l'absence d'oxygène dans la cellule. Deuxièmement, de l'équipement enzymatique de la cellule. Et puis, enfin, de la situation énergétique de la cellule. Alors, dans ces cas, le pyruvate peut aller dans le cytosol se transformer en lactate ou éthanol, ou alors dans les mitochondries, converti en oxaloacétate, ou encore être totalement oxydé au niveau du cycle de Krebs en CO2. Alors voilà les deux voies. La voie en haut, c'est la voie anaérobie ou en condition d'hypoxie, c'est-à-dire en condition de diminution de la quantité d'oxygène. Par contre, ici, c'est en aérobiose, il y a de l'oxygène, donc les transformations sont différentes. En hypoxie cellulaire, par exemple au niveau du foie, au niveau du muscle, vous avez une transformation du pyruvate en lactate, au niveau du globule rouge également. Alors, le NADHH+, est transformé en NAD+. Alors, l'enzyme, c'est la lactate déshydrogénase. Donc, vous transformez votre pyruvate en acide lactique lorsqu'il y a une condition d'hypoxie. En absence d'oxygène, totalement d'oxygène, et ça se passe pas chez les mammifères, mais chez les levures, vous avez une enzyme qui est la décarboxylase, il y a une décarboxylation, c'est-à-dire qu'à partir du pyruvate où il y a 3 carbones, nous allons avoir 2 carbones, c'est de l'éthanol, c'est un aldéhyde, et cet aldéhyde qui se forme va se transformer en alcool à partir de l'enzyme éthanol déshydrogénase, et vous avez le NAD+, qui est formé ici comme dans ce cadre. Dans les conditions d'aérobiose et au niveau de la mitochondrie, il se passe deux choses, soit que vous avez la pyruvate carboxylase, soit que vous avez la pyruvate déshydrogénase. La pyruvate déshydrogénase est un complexe enzymatique qui est très intéressant. On lui ramène de l'HSCoA, on enlève du CO2 et en même temps on forme du NADHH+, et vous avez de l'acétyl-CoA qui se forme. Donc on perd un carbone, c'est deux carbones qui sont formés au niveau de l'acétyl-CoA. Ici, nous avons de l'oxaloacétate, on carboxyle, c'est l'inverse, on rajoute un carbone, la pyruvate carboxylase, et on a de l'oxaloacétate, donc ici vous avez 4 carbones. Alors, premièrement, la réduction du pyruvate en lactate, on l'a dit, lorsque la cellule ne dispose pas de mitochondries, comme par exemple les globules rouges, ou encore en condition d'hypoxie ou d'anaérobiose, privé d'oxygène ou hypoxique, tissu musculaire en contraction rapide. Donc, quand le tissu musculaire fait beaucoup d'efforts, il devient
privé en oxygène et à ce moment-là, la réaction qui se produit, c'est le pyruvate est transformé en acide lactique. L'enzyme est la lactate déshydrogénase. Vous voyez que le coenzyme qui est réduit va être oxydé et on va régénérer le NAD+. Dans les conditions citées, la réaction globale à partir du glucose va vous donner 2 ADP et 2 PI bien sûr, plus 2 lactates à la fin et toujours 2 ATP. Le lactate, ou l'acide lactique, c'est la même chose, c'est le produit final de la dégradation du glucose. Il est déversé comme un déchet dans le sang et en fait, il va être réutilisé pour la néoglucogénèse comme étant un substrat pour reformer après du glucose au niveau du foie. La deuxième chose, c'est la transformation en éthanol. Ça se passe essentiellement chez les levures. Le pyruvate, là, il est transformé en aldéhyde, acétaldéhyde, par la pyruvate décarboxylase. Rappelez-vous, on a décarboxylé et le coenzyme, c'est la thiamine pyrophosphate. Ici, c'est un coenzyme. Cette réaction est irréversible. On a de l'acétaldéhyde et du CO2. On a perdu, c'est une décarboxylase, donc on a perdu un carbone. L'acétaldéhyde est ensuite réduit en alcool ou éthanol. C'est une alcool déshydrogénase et on va former ici de l'éthanol et du NAD+. Alors, lorsque les réactions de la glycolyse sont poursuivies par la transformation du pyruvate en éthanol, on parle de fermentation alcoolique. Au final, une molécule de glucose, 2 ADP, 2 PI toujours, donne 2 éthanols, plus 2 CO2, plus 2 ATP dans ces cas-là, puisque nous avons 2 molécules de pyruvate. La carboxylation du pyruvate en oxaloacétate. C'est les conditions aérobies, là. Alors, en conditions aérobies, l'enzyme est la pyruvate carboxylase. Elle est activée par l'acétyl-CoA. Cette pyruvate carboxylase a un activateur, c'est l'acétyl-CoA. C'est une ligase allostérique. On verra après comment fonctionnent les enzymes. Cette enzyme utilise la biotine. Alors, retenez que la biotine, c'est un coenzyme de toutes les enzymes qui font des carboxylations. On ramène du CO2 et on va avoir 4 carbones. L'oxaloacétate est formé. C'est un accepteur catalytique du cycle de Krebs d'une part, parce que c'est à partir de là aussi qu'on démarre le cycle de Krebs pour former le citrate, ne l'oubliez pas. Et également, il intervient au niveau de la néoglucogénèse et c'est un précurseur de la néoglucogénèse. L'oxaloacétate, donc de voir le cycle de Krebs et la néoglucogénèse. Alors, l'oxydation du pyruvate en CO2, ça c'est au niveau du cycle de Krebs, c'est clair et net. Le pyruvate est transporté dans la mitochondrie. Ce qui est intéressant ici, c'est cette enzyme, c'est ce complexe enzymatique qui est la pyruvate déshydrogénase. Voilà le pyruvate, on ramène de l'HSCoA et on obtient de l'acétyl-CoA en enlevant un carbone. Nous n'avons plus que 2 carbones, ça c'est l'acétyl-CoA. Et l'enzyme, c'est la pyruvate déshydrogénase parce que nous avons un coenzyme au départ oxydé qui nous donne du coenzyme réduit en même temps qu'il y a une décarboxylation. Alors, l'oxydation complète de 1-acétyl-CoA est réalisée dans le cycle de Krebs et s'accompagne de la formation de 3 NADHH+, 1 FADH2 et 1 GTP, ce qui veut dire 1 ATP. Ça c'est le cycle de Krebs, d'accord? Mais la réaction globale, ce sera l'acétyl-CoA, 3 NAD+, FAD, GDP, PI, donne 2 CO2, HS-CoA, 3 NADHH+, 1 FADH2 et 1 GTP. Et ça, c'est les résultats du cycle de Krebs. L'ensemble des coenzymes réduits, tout ça, au cours de la dégradation complète du glucose, sont régénérés au cours de leur oxydation par la chaîne respiratoire. Maintenant, je vous l'ai dit, les autres glucides rentrent dans la séquence glycolytique. Tous les sucres rejoignent le métabolisme du glucose. Donc, tous les glucides sont dégradés à travers la séquence glycolytique.
La seconde phase est commune à tous les glucides polymérisés ou non. Chaque glucide utilise une enzyme, une séquence de réactions enzymatiques qui lui est propre. Alors, à l'issue de laquelle il est converti en 3-phosphoglycéraldéhyde. Les glucides sont dégradés par la voie glycolytique, sont les polysaccharides, les disaccharides et les monosaccharides qui sont autres que le glucose. Alors, je commence par le glycogène ou amidon. Le glycogène et l'amidon, ce sont des séquences de glucose qui sont enchaînées les unes aux autres par des liaisons alpha 1,4 ou alpha 1,6 et alpha 1,6. Alors, dans tous les cas, vous avez N-glucose et avec de l'ATP, on obtient N-glucose 6-phosphate. Rappelez-vous, plus N-ADP. Le glucose 6-phosphate rentre directement dans la glycolyse. On a phosphorylé avec l'exokinase. Rappelez-vous, la mobilisation du glycogène de réserve des tissus hépastiques et musculaires sera détaillée dans le chapitre du métabolisme du glycogène. Les disaccharides, nous l'avons vu dans les glucides alimentaires. Le saccharose vous donne le glucose et le fructose. Le maltose, c'est du glucose. Le lactose, c'est du glucose et du galactose. Donc, il y a une hydrolyse. L'enzyme, c'est la bêta-fructosidase. Vous avez aussi la glucosidase qui agit parce que c'est les carbones anumériques qui sont utilisés. Et ici, c'est l'alpha-glucosidase parce que c'est en position alpha. Et la bêta-galactosidase, le galactose en bêta-galactose, donc qui agit avec le glucose. Donc ici, c'est la bêta-galactosidase, l'alpha-glucosidase, la bêta-fructosidase ou la glucosidase aussi qui agit ici au niveau du saccharose. Et les enzymes étant utilisées, vous obtenez soit du fructose, soit du glucose, soit du galactose. Pour le glucose, la glycolyse, ça ne pose pas de problème, mais pour le galactose et le fructose, les voies sont différentes. Le fructose, qu'est-ce qui va se passer? Le fructose va utiliser une enzyme qui est la fructokinase, qui va non plus phosphoryler le fructose en position 6, mais en position 1. Pourquoi? Le fructose peut être phosphorylé sur le 6 par l'exokinase, mais l'exokinase est saturée par le glucose. Donc, on va se rabattre sur la fructokinase hépatique qui va phosphoryler le fructose en position 1. Vous aurez du F1P plus ADP. Le F1P se transforme. Rappelez-vous, quand on coupe la molécule de l'exose en deux molécules de triose, c'est une aldolase, on va couper en deux trioses. Vous avez du glycéraldéhyde d'une part et du 3-phosphoglycérodihydroxyacétone. Le glycéraldéhyde n'est pas phosphorylé, donc on va le phosphoryler avec de l'ATP et on obtient du 3-phosphoglycéraldéhyde ADP. D'accord? Plus ADP. L'enzyme, c'est la glycéraldéhyde kinase. On a phosphorylé. À chaque fois qu'on phosphoryse, c'est une kinase. La 3-phosphodihydroxyacétone se transforme en glycéraldéhyde 3-phosphate. Comment ça se fait? C'est une isomérisation. Ce sont des isomères de fonction. C'est une cétone, c'est un aldéhyde. Donc, l'enzyme, c'est une isomérase. Donc, on obtient au final deux molécules de 3-phosphoglycéraldéhyde à partir d'une molécule de fructose. Et on a utilisé deux molécules d'ATP et on obtient deux glycéraldéhyde 3-phosphate avec deux ADP. Le galactose aussi rejoint la glycolyse, mais là les enzymes sont différentes. Alors voilà, le galactose plus l'ATP. Alors, il faut savoir que le galactose, lui aussi, peut être phosphorylé par l'exokinase. Mais pour les mêmes raisons que pour le fructose, il est traité par la galactokinase hépatique qui va le phosphoryler en position 1. Une fois phosphorylé, il est engagé dans une voie secondaire d'interconversion du galactose en glucose. Donc là, on va utiliser le galactose et il va être transformé en glucose. Et à partir du glucose, on va le phosphoryler et continue la glycolyse. En fait, voilà ce qui se passe. Galactose et ATP, donc la galactokinase, ou le galactose 1-phosphate. Le galactose 1-phosphate, on va lui revenir, c'est une
transférase, uridine diphosphate à glucose, et l'enzyme uridine transférase va transférer le glucose, en fait le galactose 1-phosphate va être repris par l'uridine diphosphate et prendre l'UDP galactose et glucose 1-phosphate. Du galactose 1-phosphate, on obtient du glucose 1-phosphate. C'est un transfert et l'UDP glucose devient UDP galactose. Alors donc l'UDP galactose, UDP glucose, c'est une exose épimérase. Le galactose est l'épimère en C4 du glucose, donc c'est une épimérase qui va jouer entre les deux. Alors quand on fait l'addition des deux dernières réactions, galactose 1-phosphate va donner glucose 1-phosphate. D'accord? Galactose 1-phosphate me donne du glucose 1-phosphate. Le glucose 1-phosphate obtenu, il est isomérisé par la phosphoglucomutase en glucose 6-phosphate, qui est un substrat de la glycolyse. Donc, en fin de compte, vous voyez que le glucose 6-phosphate rejoint la glycolyse ici, que les disaccharides, les oses ici, rejoignent pour le glucose la glycolyse. Pour le fructose, on obtient le glycéraldéhyde 3-phosphate qui rejoint la deuxième phase de la glycolyse, et pour le galactose, c'est le glucose 6-phosphate qui rejoint la glycolyse. Maintenant, la régulation de la glycolyse, ce sont les réactions irréversibles qui conditionnent les lieux de contrôle de la glycolyse. Ce sont des lieux de contrôle, de régulation. Il y a 3 enzymes, l'exokinase, la PFK1 et la pyruvate kinase, la PK. 3 enzymes qui sont importantes au cours de la glycolyse. Ce sont des réactions irréversibles. Rappelez-vous, je reviens en arrière pour la glycolyse. Voilà la première partie, la deuxième partie, après. Donc, première enzyme, exokinase. Deuxième enzyme, phosphofructokinase 1. C'est la PFK1. Celle qui phosphoryle le fructose 6-phosphate en fructose 1,6-biphosphate. Et puis enfin la dernière, c'est la PK, la pyruvate kinase, qui va donc transformer l'ADP en ATP et pour obtenir du pyruvate. Donc ce sont les 3 lieux de contrôle de la glycolyse. Donc, les 3 lieux de la régulation, l'exokinase, la phosphofructokinase 1 et la pyruvate kinase. Alors, la régulation allostérique est conditionnée par l'état énergétique de la cellule, et les principaux signaux qui vont déclencher ce phénomène sont le rapport ATP-AMP, le taux de citrate et le niveau de fructose, non plus 1,6-diphosphate, mais 2,6-bisphosphate ou 10-phosphate. Alors, on va commencer par la PFK1, la phosphofructokinase 1. Rappelez-vous, la phosphofructokinase 1, c'est celle qui transforme le fructose 6-phosphate en fructose 1,6-bisphosphate. Voilà. C'est le fructose 6-phosphate, le fructose 1,6-bisphosphate, phosphofructokinase 1. C'est l'enzyme la plus importante au cours de la régulation de la glycolyse. Alors, la phosphofructokinase 1 est un élément très important dans le contrôle. Elle est inhibée par quoi? C'est-à-dire qu'elle est inhibée, on l'empêche d'agir par de fortes concentrations cellulaires en ATP. Quand il y a beaucoup d'ATP libre dans le milieu, dans la cellule, l'enzyme n'agit pas. Il y a un abaissement de l'affinité de l'enzyme pour le substrat qui est le fructose 6-phosphate. La PFK1 n'agit plus sur le F6P. Quand il y a trop d'ATP
تقول له استنى احبس ما تجيش تفورمي, il faut plus former le fructose 1,6 bisphosphate. Donc on va inhiber l'action de l'enzyme dont le rôle est de former le fructose 1,6 bisphosphate. Cette enzyme va être empêchée d'agir quand il y a de grandes concentrations en ATP, parce que l'ATP se fixe sur un site régulateur qui est différent du site catalytique de l'enzyme. L'effet inhibiteur, cependant, est levé par l'AMP, c'est-à-dire que lorsque l'on ramène de l'adénosine monophosphate ou même de l'ADP diphosphate, on va lever cette inhibition, c'est-à-dire que la glycolyse va reprendre et l'action d'inhibition, d'empêchement va disparaître. On reprend l'activité normalement. Dans ce cas, le niveau de l'ATP devenu faible suite à sa consommation, il faut réamorcer la formation du fructose 1,6 bisphosphate pour alimenter la seconde phase de la glycolyse en métabolite intermédiaire. Je répète, la PFK1 est un élément important et elle est inhibée par de fortes concentrations en ATP libre. D'accord? Quand il y a beaucoup d'ATP, l'ATP va dire à la fructose PFK1, stop, arrête de former du F1,6 disphosphate ou bisphosphate. Donc, elle arrête. C'est une inhibition allostérique. L'ATP se fixe sur un site régulateur du substrat. Maintenant, on peut lever cette inhibition, il faut que la glycolyse se poursuive quand même. Comment on la lève? En ramenant de l'ADP ou en ramenant de la MP. Et là, l'action de l'enzyme va reprendre le plus normalement du monde. La deuxième chose, c'est le citrate. Le citrate est un produit, c'est le premier produit qui rentre dans le cycle de Krebs. Un taux élevé de citrate va indiquer que le cycle de Krebs fonctionne au ralenti, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de citrate, ça veut dire qu'il n'est pas dégradé, qu'il ne suit pas le cycle de Krebs. Donc le cycle de Krebs marche de manière lente. S'il marche de manière lente, ça veut dire que la cellule n'a pas besoin de faire une glycolyse. On a du sucre, on n'a pas besoin de faire fonctionner le cycle de Krebs. Donc un taux élevé de citrate indique que le cycle de Krebs fonctionne au ralenti et que les précurseurs biosynthétiques sont en quantité suffisante. Dans ces conditions, la dégradation du glucose n'est plus nécessaire. En résumé, le citrate aussi est un inhibiteur. Il va renforcer l'action inhibitrice de l'ATP, c'est-à-dire que aussi bien le citrate que l'ATP vont agir en inhibant l'action de la PFK1. Le fructose 2,6 biphosphate, c'est un produit qui est issu de la phosphorylation du F6P par une PFK2. Alors le F6P, normalement, par le biais de la PFK1, vous donne le fructose 1,6 biphosphate. Dans certaines conditions, lorsque la PFK1 n'agit plus, quand il y a trop de substrat, c'est-à-dire quand il y a trop de fructose 6-phosphate, on ne peut pas le laisser comme ça, il est dévié et il se forme du fructose 2,6 bisphosphate, qui est donc un métabolite intermédiaire qui se forme quand il y a trop de fructose 6-phosphate par inhibition de la PFK1, et à ce moment-là, on utilise une PFK2 qui va transformer le fructose 6-phosphate en fructose 2,6 et non pas 1,6, 2,6 bisphosphate. Donc, ce fructose 2,6 bisphosphate, ce qui est intéressant, c'est qu'il se forme, mais après, c'est lui qui va activer la glycolyse. C'est un stimulateur de la glycolyse. C'est un stimulateur de la PFK1. Il va dire, il se forme d'une part, parce qu'il compense l'excès de fructose 6-phosphate, mais après, il va dire à la PFK1, non, il faut redémarrer, il faut continuer. Donc, il active la PFK1, donc il active la glycolyse. Il intervient dans la régulation réciproque, aussi bien de la glycolyse que la néoglucogenèse.
L'exokinase, deuxième enzyme de régulation. Alors là aussi, c'est la même chose. L'exokinase, c'est une enzyme qui passe du glucose vers le glucose 6-phosphate. Alors déjà, l'inhibition de la PFK1 va entraîner une quantité importante de glucose 6-phosphate. S'il y a beaucoup de glucose 6-phosphate, celui-là va dire à l'exokinase, stop, c'est pas la peine d'agir, il y a trop de substrat, empêche, c'est une inhibition allostérique. C'est un effecteur négatif de l'exokinase, mais il est sans effet. Hein. Le glucose 6-phosphate n'a pas d'effet sur la glucokinase hépatique. Par contre, c'est un inhibiteur de l'exokinase. Le glucose 6-phosphate agit en inhibant l'exokinase. D'accord? Alors, la pyruvate kinase, c'est la troisième enzyme de la glycolyse. Alors, elle est inhibée par l'ATP. Pourtant, elle forme de l'ATP. La pyruvate kinase, on est parti de l'ADP pour former de l'ATP. Mais quand il y a trop d'ATP, elle va dire stop, tu arrêtes. La pyruvate kinase, elle est inhibée par l'ATP. Seulement, elle est activée par le fructose 1,6-bisphosphate. C'est-à-dire que lorsque le fructose 1,6-bisphosphate est là, il joue le rôle de stimulant, de stimulateur de la glycolyse pour former de l'ATP. Alors, en résumé, voilà ce qui se passe. L'exokinase, glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate et fructose 1,6-bisphosphate donne pyruvate kinase. Alors, il faut savoir que l'ATP va inhiber quand même la pyruvate kinase. On l'a oublié. Ici, le glucose 6-phosphate inhibe l'exokinase. La phosphofructokinase est inhibée par l'ATP et par le citrate. En conséquence, elle est stimulée plus par le fructose 2,6-bisphosphate et par l'ADP et l'AMP. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ici, le phosphore inorganique, bien sûr, stimule l'exokinase parce que c'est à partir du phosphore qu'on va former le glucose 6-phosphate. Et le fructose 1,6-bisphosphate agit en stimulant la pyruvate kinase également. Donc, ça, c'est les régulations enzymatiques. Les régulations hormonales, elles sont toutes simples. Lorsque vous prenez un repas riche en glucides ou que vous injectez beaucoup d'insuline, la teneur en foie augmente en glucokinase, phosphofructokinase et pyruvate kinase. S'il y a augmentation de ces trois enzymes de la glycolyse, on active la glycolyse. S'il y a une diminution de ces enzymes, bon, à ce moment-là, on inhibe la glycolyse. Si vous avez injection de glucagon et non pas d'insuline, on inhibe la glycolyse. Donc, la consommation d'un aliment riche en glucides ou injection d'insuline augmente la teneur en foie en glucokinase, en phosphofructokinase et en pyruvate kinase. Ces enzymes, ces changements résultent de l'activation de la transcription des gènes correspondants. L'augmentation de ces enzymes active la glycolyse. Inversement, la transcription de ces gènes est abaissée. À ce moment-là, la concentration de ces enzymes décroît, elle diminue. Lorsque le plasma sanguin est riche en glucagon, bien sûr, on va reformer du sucre, comme dans le jeûne ou en cas de diabète. Voilà, en résumé, l'insuline agit positivement sur la glucokinase, l'insuline sur la glucokinase, sur la phosphofructokinase et sur la pyruvate kinase. Inversement, le glucagon agit de manière négative sur les trois enzymes importantes de la glycolyse. Je vous remercie et nous entamerons la
néoglucogenèse. À la prochaine.